J'avais 53 ans quand Marcus m'a dit que nous ne pouvions pas nous marier à cause de mes cheveux. Non pas parce qu'il ne m'aimait pas. Non pas parce que nous étions incompatibles. Parce que mes boucles naturelles ne correspondaient pas à l'image qu'il devait projeter dans le monde de l'entreprise. Il me l'a dit debout dans ma cuisine, son café encore chaud à la main, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Chérie, tu sais que je t'adore, mais les femmes des associés, elles ont un certain style. Tu ne pourrais pas te lisser les cheveux? Pour nous. Ces mots, doux mais blessants, m'ont transpercé comme une lame enveloppée de soie. J'avais passé 2 ans avec cet homme, cuisiné ses plats préférés, rencontré ses collègues, ri des remarques passives-agressives de sa mère sur les femmes qui se laissent aller. Et maintenant, mes cheveux naturels étaient le problème. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. J'ai souri, hoché la tête et les regardé quitter mon appartement pour la dernière fois. Ses pas résonnaient dans le couloir comme un conte à rebours que je n'avais pas encore commencé. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà appris à déceler la trahison dans les moindres gestes. Les micro-pauses avant les compliments, la façon dont son regard m'évitait lors des événements professionnels quand une personne plus acceptable passait. J'avais bâti une vie qu'il pensait pouvoir remanier à sa guise, comme si j'étais une ébauche attendant son approbation. Mais la vie a un humour bien tordu. 15 ans plus tard, je suis dans mon salon, celui que j'ai bâti de toutes pièces après le départ de Marcus. Mes mains caressent les cheveux d'une cliente, les boucles épaisses rebondissant à chaque mouvement, et la sonnette retentit. Une femme blanche d'une trentaine d'années entre, une énergie nerveuse émanant d'elle comme une chaleur intense. Elle serre son téléphone contre elle, et derrière elle, tenant sa main, se trouve une petite fille aux cheveux blonds raides comme des baguettes et aux yeux identiques à ceux de Marcus. Avant même que je puisse réaliser ce que je vois, la femme prend la parole. « Vous êtes Elena ? Mon mari dit que vous êtes la meilleure pour les cheveux naturels. Notre fille a vu votre Instagram, elle nous supplie d'avoir des boucles comme les vôtres depuis des mois. On a tout essayé, mais... » Sa voix s'éteint, et elle jette un regard à sa fille, mêlant amour et épuisement. L'univers venait de placer la fille de Marcus sur mon siège, désirant précisément ce pourquoi il m'avait rejeté. Comment réagir lorsque la vie qui vous a rejeté revient en rampant, non pas avec des excuses, mais avec une requête? Je l'ai reconnue immédiatement. Pas seulement ses yeux, mais aussi la façon dont elle inclinait la tête, incertaine, exactement comme Marcus le faisait quand il s'apprêtait à me demander quelque chose qu'il savait que je ne devais pas lui donner. Sa fille. Sa femme. Debout dans l'espace que j'avais bâti sur les cendres de ce qu'il avait réduit en cendres. L'ironie était si mordante que je pouvais presque la goûter, métallique et amère, comme si l'on croquait dans du papier d'aluminium. J'aurais pu refuser. J'aurais pu leur dire que j'étais complète pour les mois à venir, les orienter vers une autre coiffeuse, et mettre fin à cette situation étrange et circulaire. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être était-ce le regard de la petite fille sur les photos accrochées à mon mur, ces images de femmes aux coiffures volumineuses, le visage rayonnant d'une confiance qui ne naît que de l'acceptation. Peut-être était-ce le souvenir de ma propre fille à cet âge-là, avant que le monde ne commence à murmurer que ses cheveux étaient trop extravagants, trop indomptables, trop différents. Ou peut-être, à vrai dire, était-ce la curiosité? Quel genre de femme Marcus avait-il choisi après moi? Quelle vie avait-il construite avec une femme dont les cheveux avaient passé son test? J'ai une place disponible, me suis-je entendu dire. Les mots sont sortis d'un ton fluide et professionnel, comme si mon cœur ne battait pas la chamade. Comment t'appelles-tu, ma belle? Je me suis agenouillée à sa hauteur, et elle a murmuré, Lily. La main de sa mère s'est crispée sur son épaule, protectrice, et je me suis demandé ce qu'elle voyait en me regardant. Juste une autre femme noire possédant une compétence dont elle avait besoin? Ou bien sentait-elle l'histoire qui planait entre nous, invisible mais présente, comme l'humidité avant l'orage? C'est là que j'ai compris que ce n'était pas qu'une question de cheveux. En réalité, ça ne l'est jamais. Chaque boucle, chaque ondulation, chaque mèche porte une histoire, un choix, une affirmation de qui nous choisissons d'être quand le monde nous dit que nous ne sommes pas à la hauteur. Marcus m'avait appris cette leçon de la manière la plus cruelle qui soit, mais je l'avais transformée. J'en avais fait quelque chose de personnel. Le salon n'était pas qu'un simple commerce. C'était la preuve que ce qu'il avait rejeté avait de la valeur, que j'avais de la valeur, que la version de moi qu'il voulait effacer était en fait celle qui méritait d'être célébrée. Lily s'est installée sur ma chaise, ses petites mains agrippées aux accoudoirs, tandis que sa mère prenait place dans la salle d'attente, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'en avait aucune idée. Aucune idée qu'il y a 15 ans,
Son mari s'était tenu dans ma cuisine et avait porté un jugement sur ma valeur en se basant sur la kératine et la mélanine. Aucune idée que la femme qui allait toucher les cheveux de sa fille avait un jour imaginé un autre avenir, un avenir où Marcus et moi construirions quelque chose ensemble, au lieu qu'il le construise avec elle. Vous savez ce qu'il y a d'étrange avec la trahison? Elle ne se manifeste pas toujours par des drames et des portes qui claquent. Parfois, elle reste là, patiente, attendant que vous soyez assez fort pour la voir clairement. Et quand vous y parvenez, quand vous comprenez enfin ce que vous avez fui plutôt que ce que vous avez perdu, le monde vous paraît différent. Plus net. Plus authentique. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester, de suivre ces histoires à travers chaque rebondissement et chaque révélation, car ils reconnaissent ce moment de lucidité, cet instant où la douleur se transforme en force. J'ai séparé les cheveux de Lily en sections, sentant leur texture fine entre mes doigts, si différente des miens. Ton papa t'a déjà parlé des cheveux naturels. Ai-je demandé d'une voix légère et naturelle. Elle a secoué la tête. Sa mère a levé les yeux de son téléphone, soudain attentive, et j'ai perçu quelque chose dans son expression. De l'incertitude. Peut-être même de la peur. Comme si elle savait qu'elle aurait dû poser des questions avant de franchir ma porte, mais qu'elle ne savait pas comment les formuler. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas un accident. C'était une opportunité déguisée en coïncidence, et je me trouvais à un carrefour que je n'avais pas vu venir. Le rendez-vous dura plus de 2 heures. Lily voulait des tresses africaines ornées de perles, de celles qui cliquettent et ondulent au moindre mouvement de tête, celles qui annoncent votre présence avant même d'entrer dans une pièce. Sa mère accepta nerveusement, jetant 2 coups d'œil à sa montre et engageant une conversation banale qui semblait apprise par cœur. Elle mentionna Marcus une fois, d'un ton désinvolte, disant qu'il était à une conférence à Atlanta. Développement commercial. Le même monde de l'entreprise où il évoluait quand nous étions ensemble, la même ascension professionnelle, la même image qu'il cultivait. Je travaillais avec précaution, mes doigts suivant le schéma familier de séparation et de tressage, tandis que Lily bavardait de l'école, de ses amis et d'un garçon nommé Tyler qui lui avait tiré les cheveux la semaine dernière. Il a dit que ça faisait bizarre, me dit-elle d'une petite voix. Il a dit que je devrais faire comme avant. Le visage de la mère se crispa, et j'y vis une lueur fugace. De la reconnaissance, peut-être. Ou de la culpabilité. Combien de fois avait-elle entendu des mots semblables? Combien de fois avait-elle vu sa fille évoluer dans un monde qui considérait la différence comme un défaut? Que as-tu dit à Tyler? Demandai-je, gardant les mains immobiles malgré la colère qui montait en moi, une colère familière et brûlante. Rien. J'ai juste pleuré. La sincérité de Lily transperça la pièce comme du cristal. À 8 ans, elle apprenait déjà à intérioriser la honte, comprenant déjà que son corps était exposé aux commentaires et au jugement du public. J'étais passé par là. Ma fille était passée par là. Des générations d'entre nous étaient passées par là, assises à cet instant précis, hésitant entre se battre ou se replier sur elles-mêmes. Je fis une pause et croisai son regard dans le miroir. La prochaine fois que Tyler dira quelque chose, dis-lui que tes cheveux sont une couronne, et que les couronnes ne sont pas censées ressembler à celles des autres. Dis-lui que la normalité est ennuyeuse, et que tu ne le haises pas. Son visage s'illumina, se transforma, et sa mère me regarda avec une expression indéfinissable. De la gratitude mêlée à quelque chose de plus sombre. De l'envie, peut-être. Ou de la tristesse. C'est alors qu'elle a posé la question que j'attendais sans même le savoir. Depuis combien de temps avez-vous ce salon? Son ton était prudent, inquisiteur, comme si elle tâtait le terrain avant de plonger. 15 ans, dis-je. J'ai tout reconstruit après une rupture douloureuse. Comme quoi, le rejet peut être un sacré moteur. Je gardais un ton léger et naturel, mais je l'observais dans le miroir, cherchant un signe de reconnaissance, la moindre trace que Marcus avait parlé de moi, que mon nom avait été évoqué dans leur mariage, que j'étais plus qu'un fantôme qu'il avait réussi à enterrer. Rien. Juste une curiosité polie. Ce qui signifiait soit qu'il ne lui avait jamais rien dit, soit qu'elle était une meilleure actrice que je ne le pensais. Les 2 options me semblaient à la fois de petites victoires et de grandes insultes. Marcus a grandi dans le coin, dit-elle soudain, et son nom résonna entre nous comme une confession. Il ne parle pas souvent de son passé, mais il m'a dit qu'il y avait un bon salon de coiffure spécialisé dans les cheveux naturels dans le quartier. Il a dit que c'était une de ses anciennes connaissances qui le tenait. J'ai fait des recherches sur toi en ligne et ton travail est incroyable. Lily te suit sur Instagram depuis des mois.
La pièce pencha. C'était Marcus qui les avait envoyés là. Peut-être pas directement, peut-être pas consciemment, mais il avait semé la graine, prononcé mon nom, désigné sa femme et sa fille comme la femme qu'il avait rejetée parce que ses cheveux ne correspondaient pas à ses critères. L'audace était sidérante. La cruauté, chirurgicale. Ou peut-être qu'il ne voyait vraiment pas le problème. Peut-être que dans son esprit, le temps avait suffisamment passé pour que la blessure qu'il avait infligée se referme, s'efface, disparaisse. Les hommes comme Marcus ne comprennent jamais que certains rejets ne s'effacent pas. Ils se cristallisent. Ils deviennent fondamentaux. Ils façonnent la personne que vous deviendrez par la suite. J'ai terminé la dernière tresse de Lily, ajouté les dernières perles et fait pivoter sa chaise pour qu'elle puisse admirer le résultat. Son cri de joie était authentique, pur, de cette joie enfantine qu'on ressent avant que le monde ne nous apprenne à douter de notre propre beauté. Sa mère a souri, a sorti son téléphone pour prendre des photos, et j'ai vu sa main trembler légèrement. Elle sentait que quelque chose clochait. Les femmes le sentent toujours. Dès notre naissance, nous sommes entraînés à lire entre les lignes, à pressentir le danger dans un changement de ton, une pause avant une réponse. Il y a un bal père-fille à son école le mois prochain, dit la mère, toujours les yeux rivés sur le reflet de Lily, sans me regarder. Marcus va être fou de joie quand il verra ça. Et voilà. Le moment que je redoutais depuis leur arrivée. Le choix qui s'imposait. Laisser tomber, prendre leur argent et les renvoyer à leur vie, ou dire la vérité et assister à l'explosion. Ce jour-là, je n'ai pas dit la vérité. Je les ai laissés partir avec des sourires et la promesse de revenir. J'ai laissé Lily s'éclipser en sautillant, ses perles cliquetant au rythme d'une mélodie de liberté. J'ai laissé la mère payer avec une carte de crédit où figurait probablement le nom de Marcus. Je les ai regardés par la fenêtre monter dans un SUV argenté, le genre de véhicule qui incarne la stabilité de la banlieue, le genre de vie que j'aurais pu avoir si mes cheveux avaient été assez lisses, si ma négritude avait été assez discrète, si j'avais accepté d'adoucir mes aspérités pour me fondre dans son monde soigneusement construit. Après leur départ, je suis restée assise dans le salon vide, imprégnée du parfum du beurre de karité et du souvenir de leur présence, et j'ai pleuré. Non pas parce que j'aimais encore Marcus. Cette part de moi était morte depuis longtemps, enfouie sous des couches de découverte de soi et d'une fierté chèrement acquise. J'ai pleuré parce que sa fille était belle et innocente, et qu'elle ne méritait pas d'être prise au milieu de ce qui allait se produire. J'ai pleuré parce que sa femme semblait douce, semblait fatiguée, semblait avoir elle aussi fait des compromis différents de celui que j'avais refusé de faire, mais des compromis tout de même. Mais surtout, j'ai pleuré de colère. Colère qu'après 15 ans, Marcus ait encore le pouvoir de perturber ma tranquillité, de revenir dans ma vie par une porte dérobée que je n'avais pas vue venir. Colère que l'univers m'ait imposé cette épreuve, ce choix, ce moment où je pouvais soit faire preuve de grandeur d'âme, soit prendre ma revanche. Mon téléphone a vibré. Une notification. On m'avait tagué sur Instagram. La mère de Lily avait posté une photo des nouvelles tresses de sa fille avec une légende qui m'a fait fondre. J'ai trouvé la coiffeuse la plus incroyable aujourd'hui. Elena du salon Crown et Glory a transformé ma petite. Merci de l'avoir rendue si belle. Marcus avait raison, tu es la meilleure. 3 émojis cœur. Déjà 47 likes. Et dans les commentaires, quelqu'un avait écrit « Attendez, c'est pas le salon où Marcus sortait avec la propriétaire ?» Le monde est petit. Et voilà. La faille dans la façade. Quelqu'un s'en souvenait. Quelqu'un savait. Et maintenant, c'était public, reliant des points que Marcus avait probablement espéré voir rester à jamais dispersés. C'est dans ces moments-là que beaucoup ressentent un déclic, la prise de conscience que le silence n'est pas toujours synonyme de force, que parfois, s'exprimer est la seule voie à suivre. C'est alors qu'ils laissent un signal, un petit geste de soutien, montrant qu'ils comprennent ce que signifie choisir la dignité plutôt que le confort. Je suis resté planté devant ce commentaire pendant 20 minutes, observant les réactions, les questions fusées dans la discussion. La femme n'avait pas encore répondu. Peut-être ne l'avait-elle pas vu. Peut-être était-elle en voiture, sur le chemin du retour, fredonnant la chanson choisie par Lily, ignorant encore tout du passé de son mari qui venait de ressurgir dans son présent de la manière la plus publique qui soit. Je pourrais supprimer l'étiquette. Leur demander de retirer la publication. Faire comme si je ne l'avais pas vue. Mais cela me donnait l'impression de me cacher, et j'avais passé 15 ans à apprendre à ne plus me cacher. Mes cheveux étaient plus volumineux maintenant qu'à l'époque où Marcus me connaissait, plus fournis, plus affirmés. Mon entreprise prospérait.
Ma fille était à l'université, en droit, déterminée à mener les combats que j'avais appris à mener trop tard. J'avais bâti une vie qui n'avait besoin ni de son approbation, ni de celle de personne d'autre. J'ai donc fait mon choix. J'ai commenté la publication. Lily était une cliente de rêve. Je suis ravie qu'elle aime son nouveau look. C'est toujours un moment spécial quand un enfant apprend à accepter ce qui le rend unique. Merci de m'avoir confié sa couronne. Professionnelle. Bienveillante. Neutre. Mais aussi présente. Aussi visible. Et refusant de disparaître simplement parce que ma présence met quelqu'un mal à l'aise. La réaction fut immédiate. Davantage de « j'aime ». Davantage de commentaires. Puis, 1 heure plus tard, un message privé de l'épouse. « On peut parler ? Je crois qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. » Mes mains tremblaient en lisant ces mots. C'était le moment décisif. Celui où je pouvais soit ouvrir la porte au chaos, soit la fermer à jamais. Où je pouvais tout lui dire, lui montrer qui était vraiment Marcus, derrière le vernis du monde des affaires et l'image soigneusement construite, ou bien préserver l'illusion de son mariage et la laisser vivre dans l'ignorance. Mais voici ce que j'avais appris en 15 ans à la tête de ma propre entreprise, en élevant seule ma fille, en créant une communauté de femmes à qui l'on avait toutes répété, de différentes manières, qu'elles n'étaient pas à la hauteur. La vérité ne détruit pas ce qui est réel. Elle ne détruit que le mensonge. Et si le mariage de Marcus reposait sur les mêmes fondements que notre relation, sur le fait qu'elle se faisait plus discrète, plus effacée, plus acceptable, alors peut-être méritait-elle de savoir qu'une autre voie était possible. Peut-être méritait-elle de savoir que la liberté consiste parfois à renoncer à tout ce que l'on croyait vouloir. J'avais accepté de la retrouver le lendemain matin dans un café à 3 rues de mon salon, un lieu neutre où aucune de nous deux ne se connaissait. Je suis arrivé en avance, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu, et j'ai guetté la porte comme si j'attendais un verdict. Quand elle est entrée, je l'ai vue différemment de la veille. Sans Lily pour faire écran, sans la distraction des perles, des tresses et des conversations professionnelles banales, elle paraissait épuisée. Une fatigue viscérale, que même des heures de sommeil ne peuvent apaiser. Elle s'assit en face de moi sans rien commander, les mains jointes sur la table comme si elle se préparait pour un entretien d'embauche. « Combien de temps avez-vous été ensemble ?» demanda-t-elle. Sans préambule. Sans faux semblant. Juste la question qui l'avait probablement empêché de dormir toute la nuit. 2 ans, ai-je dit. Cela fait 15 ans que c'est terminé. Elle hocha lentement la tête, réfléchissant aux chiffres, peut-être en calculant combien de temps elle et Marcus avaient été ensemble, cherchant des recoupements, une trahison dans leur histoire. Il ne t'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Mais quand j'ai vu ce commentaire hier, quand quelqu'un a dit que vous étiez sortis ensemble, je lui ai posé la question. Il a dit que ce n'était rien. Que tu étais juste une connaissance, que ça n'avait pas marché, que c'était du passé. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient légèrement, ses doigts s'entremêlant comme s'ils essayaient de retenir quelque chose qui était déjà en train de se désagréger. C'est une façon de le dire, ai-je répondu, et l'amertume dans ma voix m'a surprise. Je croyais avoir tourné la page, avoir fait mon deuil, être guéri et être passé à autre chose, mais assise en face de la femme qui avait obtenu la vie dont j'avais été rejeté, j'ai compris que certaines blessures ne guérissent jamais. Elles s'intègrent simplement à notre paysage, des cicatrices familières qu'on cesse de remarquer jusqu'à ce que quelqu'un les rouvre. Elle se pencha en avant. Dites-moi la vérité. Je vous en prie. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Alors je lui ai tout raconté. Pas tout. Pas les détails intimes qui n'appartenaient qu'à Marcus et moi, mais suffisamment. Je lui ai parlé de notre conversation dans la cuisine, de son souci pour son image professionnelle, des mots précis qu'il avait employés pour m'expliquer que mes cheveux naturels étaient de trop ethniques, trop visibles pour la vie qu'il construisait. Je lui ai raconté comment il m'avait demandé de les lisser, comment il avait présenté ça comme un compromis, comme un petit geste que je pouvais faire pour nous, pour notre avenir, comme si changer de coiffure revenait à choisir un autre restaurant pour dîner. Elle écoutait sans interrompre, son visage subissant une série de transformations que je reconnaissais, semblables à celles que j'avais vécues dans mon propre miroir 15 ans plus tôt. Choc. Déni. Colère. Reconnaissance. Cette dernière était la pire, le moment où des pièces du puzzle, dont on ignorait la présence, s'assemblaient soudain, formant une image qu'on ne voulait pas voir. Il m'a demandé de me couper les cheveux plus courts quand on a commencé à sortir ensemble, dit-elle doucement. Il a dit qu'il les préférait au-dessus des épaules. Professionnel. Je pensais qu'il voulait juste m'aider,
Me donner un conseil de style. Je n'avais pas compris que c'était un test. Son rire était creux, amer. Ça fait 10 ans que je passe des tests sans le savoir. Nous sommes restés assises en silence un instant, deux femmes de part et d'autre du regard sélectif d'un même homme, toutes deux façonnées par ses préférences d'une manière que nous commencions seulement à comprendre. Le café bourdonnait autour de nous au rythme de l'affluence matinale. Les gens commandaient des lattes, consultaient leur téléphone et menaient une vie normale où leur apparence ne définissait pas leur valeur, où l'amour n'était pas assorti de conditions déguisées en suggestions. « Pourquoi avez-vous fait les tresses de Lily » demanda-t-elle soudain. « Vous auriez pu nous refuser. Vous auriez pu nous dire que vous étiez complet. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» J'ai songé à mentir, à lui donner une réponse noble sur le professionnalisme ou à faire preuve de dignité. Mais j'étais lasse de jouer la comédie, lasse de mettre les autres à l'aise avec des mots soigneusement choisis. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que je voulais voir ce qu'il avait choisi à ma place. Peut-être que je voulais me prouver quelque chose. Ou peut-être que je voyais simplement une petite fille qui méritait de se sentir belle, et je ne pouvais pas laisser les problèmes de votre mari devenir aussi les siens. Elle encaissa le coup, les yeux humides mais sans pleurer, gardant son calme grâce à une maîtrise acquise au fil des années. Il va être furieux en voyant ses cheveux. Pas contre elle. Jamais contre elle. Mais il trouvera le moyen de me faire porter le chapeau, de dire que j'aurais dû mieux superviser, que j'aurais dû être plus vigilante. Il fait ça. Il vous fait croire que votre instinct vous trompe, que vous avez besoin de ses conseils pour prendre les bonnes décisions. J'ai reconnu ce schéma. Je l'avais vécu. L'érosion progressive de la confiance en soi, les remises en question incessantes, sa façon de s'ériger en expert de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'était pas. C'était de la violence déguisée en bienveillance, du contrôle masqué en sollicitude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. Elle me fixa longuement, et je vis son expression se figer, se durcir sous le poids de la détermination. « Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne lui demanderai pas de réparer ça. Je ne m'excuserai pas. Et je n'obligerai pas Lily à défaire ses tresses. » Elle se leva, passa son sac à main sur son épaule et me tendit la main. « Merci. De m'avoir dit la vérité. De ne pas l'avoir protégée. » Je lui ai serré la main, senti la fermeté de sa poigne et compris que la suite des événements ne relevait pas de ma responsabilité. J'avais semé une graine. Ce qui en germerait lui appartiendrait. 3 jours passèrent sans nouvelles. 3 jours à consulter mon téléphone compulsivement, me demandant si Marcus avait découvert ce qui s'était passé, s'il avait fait irruption dans mon salon, s'il avait appelé pour se mettre en colère, me menacer ou exiger des explications. Mais il n'y eut que le silence, ce silence pesant qui précède l'orage, et j'assurai mes rendez-vous dans un brouillard d'appréhension et de crainte. Puis il y a eu le bal père-fille. Je n'y étais pas, évidemment, mais j'en ai entendu parler. Tout le quartier était au courant, car la mère de Lily avait posté des photos, des dizaines, et sur chacune d'elles, les tresses de Lily étaient magnifiques, mises en valeur et parfaites. Marcus figurait sur certaines photos, arborant ce sourire de façade qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux, la main sur l'épaule de sa fille, jouant le rôle du père fier alors qu'il bouillonnait probablement intérieurement. Mais c'est la légende qui m'a ému aux larmes. Ma fille a demandé des tresses parce qu'elle voulait ressembler aux femmes noires fortes et magnifiques qu'elle admire. Ce soir, elle a parlé à tout le monde à la soirée dansante de la formidable coiffeuse qui lui a appris que sa beauté n'a pas besoin de ressembler à celle des autres. J'apprends cette leçon aussi. Mieux vaut tard que jamais. Les commentaires ont explosé. Des centaines. Des femmes partageaient leurs propres histoires, celles de femmes à qui l'on avait demandé de changer, de se minimiser, de se rendre plus acceptables. Je les ai lues tard dans la nuit, dans le silence et la pénombre de mon salon, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était plus une question de Marcus et moi. C'était devenu bien plus important que notre petite histoire douloureuse. C'était une question qui concernait toutes les femmes à qui l'on avait un jour demandé de se faire discrète pour le confort d'autrui. Ma fille m'a appelé ce soir-là de sa chambre d'étudiante, la voix haletante d'excitation. « Maman, tu as vu ? La publication de ta cliente est devenue virale. Les gens la partagent partout, parlent des normes de beauté et de la façon dont on contrôle la coiffure des femmes noires. Quelqu'un a même lancé un hashtag. C'est incroyable. J'aurais dû me sentir vengée. J'aurais dû avoir l'impression que justice avait été rendue d'une manière presque poétique. Mais j'étais surtout triste.
Triste qu'il ait fallu la révélation d'une femme blanche pour que l'on prête enfin attention à ce que les femmes noires répétaient depuis des générations. Triste que la fille de Marcus ait dû être le catalyseur de l'éveil de sa mère. Triste que nous vivions encore dans un monde où la coiffure d'un enfant puisse devenir un champ de bataille pour l'identité et l'acceptation. Mais sous cette tristesse se cachait autre chose. Quelque chose de plus dur, de plus aiguisé, de plus durable. La fierté. Non pas l'arrogance, mais cette fierté discrète qui naît de la survie face à une épreuve censée vous briser, et de la préservation de votre humanité. J'avais bâti quelque chose de solide sur les ruines du rejet de Marcus. J'avais transformé la douleur en raison d'être, l'humiliation en une entreprise florissante qui aidait d'autres femmes à se sentir belles et bien dans leur peau. Le message est arrivé une semaine plus tard, d'un numéro inconnu. Court. Direct. Sans aucun doute la signature de Marcus. Il faut qu'on parle. Ça a assez duré. Je suis resté longtemps à fixer ces mots, sentant cette vieille peur familière tenter de s'enraciner dans mon estomac, ce réflexe de me soucier de son opinion, de rechercher son approbation, de mesurer ma valeur à l'aune de ses critères. Mais la peur n'a pas persisté. Elle a glissé sur moi comme l'eau sur le verre, ne laissant derrière elle que la clarté. J'ai tapé ma réponse lentement, délibérément, choisissant chaque mot avec le soin de quelqu'un qui a passé 15 ans à apprendre exactement ce qu'elle voulait dire. Il n'y a rien à discuter. Votre femme a amené votre fille à mon salon. J'ai fait mon travail. Ce qui s'est passé ensuite ne regarde que vous et votre famille. Je ne fais plus partie de votre vie, et vous ne faites plus partie de la mienne. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur « Envoyer », avant même d'avoir le temps de me remettre en question, avant que l'ancienne moi, celle qui avait pleuré dans sa cuisine, ne me persuade d'adoucir le message, de laisser une porte ouverte, de privilégier son confort à mes propres limites. Les points de suspension sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Il peinait à répondre, à trouver les mots qui me remettraient dans la case qu'il avait construite pour moi 15 ans plus tôt, celle étiquetée « erreur »,« passage » ou « femme qui n'était pas tout à fait comme je le pensais. Mais je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé la conversation. Et pour la première fois depuis que sa femme et sa fille avaient franchi ma porte, j'ai ressenti une forme de paix intérieure. C'est alors que j'ai compris que la véritable vengeance ne consistait pas à le démasquer, à ruiner son mariage ou à prouver que j'avais eu raison depuis le début. La véritable vengeance, c'était de devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de se venger. Quelqu'un qui avait bâti une vie si pleine, si riche et si significative que son opinion à mon sujet était devenue insignifiante. Quelqu'un qui pouvait regarder la femme qu'il avait choisie et éprouver de la compassion plutôt que de la jalousie, de la solidarité plutôt que de la compétition. Le jeu auquel il jouait exigeait que je reste petite, que je reste blessée, que je reste définie par ce qu'il m'avait pris. Et j'avais tout simplement refusé d'y jouer. 2 mois plus tard, la mère de Lily a demandé le divorce. Je ne l'ai pas appris d'elle directement. Je l'ai appris par ma réceptionniste, qui l'a appris d'un client, qui l'a appris d'une personne de l'école de Lily. Le bouche à oreille fonctionne plus vite que n'importe quelle chaîne d'information, et dans une communauté comme la nôtre, où tout le monde est au courant des affaires de chacun, un divorce fait la une des journaux. Surtout quand il s'agit de quelqu'un comme Marcus, quelqu'un qui avait bâti toute son identité sur une image de réussite et de stabilité. Une partie de moi aspirait à la victoire. Je voulais y voir le karma qui finissait par rattraper son retard, l'univers qui réparait une vieille injustice. Mais cette victoire sonnait creux quand je pensais à Lily, à la façon dont elle était devenue, malgré elle, le catalyseur de la rupture de ses parents, à la façon dont elle porterait ce fardeau, qu'on le lui demande ou non. Les enfants le savent toujours. Ils perçoivent les failles même quand les adultes tentent de les dissimuler, ressentent la tension dans les silences, les mots choisis avec soin et les portes qui se referment trop doucement. Ma femme est revenue au salon 3 semaines après que j'ai appris son divorce. Sans rendez-vous. Elle est simplement entrée entre 2 clientes et s'est tenue près de la porte, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur mon fauteuil sans rien dire, et elle s'est laissée tomber lourdement, comme si son corps portait un fardeau trop lourd. « Je ne suis pas là pour mes cheveux, dit-elle. Je voulais juste que tu saches que les tresses n'étaient pas la raison. Elles n'étaient que le fil que j'ai tiré et qui a tout déclenché. Une fois que j'ai commencé à regarder, vraiment regarder, j'ai vu des schémas partout. La façon dont il parlait de mes amis qui ne correspondaient pas à ses goûts. Les remarques sur mon poids après la naissance de Lily. La façon dont il orientait les conversations en soirée, me corrigeant en temps réel comme si j'étais un scénario à réécrire.
Elle marqua une pause, déglutit difficilement. Tu m'as donné la permission de voir ce qu'on m'avait appris à ignorer. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment supporter le poids d'être l'éveil de quelqu'un, le catalyseur de sa prise de conscience, la raison pour laquelle une vie qui, vue de l'extérieur, semblait sans doute parfaite, allait s'effondrer. Alors j'ai simplement écouté, comme j'avais appris à écouter mes clients au fil des ans, comprenant que parfois, les gens n'ont pas besoin de conseils ni de solutions. Ils ont juste besoin d'un témoin. Il a essayé de te faire porter le chapeau, poursuivit-elle. Il a dit que tu avais manipulé la situation, que tu étais amère et vindicative, et que tu cherchais à détruire ce que nous avions construit. Mais c'est le propre de la manipulation. Une fois qu'on apprend à la reconnaître, on la voit partout. Et j'ai compris qu'il se décrivait lui-même, qu'il projetait ses propres tactiques sur toi. Elle laissa échapper un rire sec et amer. 15 ans que tu es libre de lui. 15 ans que je vis la vie que tu as fui. Le mot « échapper » planait entre nous, cru et vrai. C'était exactement ce que j'avais fait, même si je ne l'avais pas compris sur le moment. Je pensais avoir été rejetée, mise à l'écart, jugée insuffisante. Mais en réalité, j'avais été libérée d'une cage dans laquelle je n'avais pas réalisé que j'entrais, épargnée de décennies d'érosion lente déguisée en partenariat. Lily me demande sans cesse de tes nouvelles, dit-elle en changeant de sujet. Elle veut savoir quand elle pourra revenir, quand tu pourras lui apprendre d'autres coiffures. Elle regarde des tutoriels de coiffure naturelle en ligne et s'entraîne sur ses poupées. Tu as fait naître en elle quelque chose que je ne veux pas lui enlever, mais je ne veux pas non plus te mettre dans une situation délicate. J'y ai réfléchi. Le risque de rester lié à la famille de Marcus, de devenir indissociable du drame de sa séparation. La solution de facilité aurait été de couper court, de leur souhaiter bonne chance et de les orienter vers un autre coiffeur. Mais j'ai repensé à la petite fille de 8 ans que j'étais, désespérée qu'on me dise que mes cheveux étaient beaux, que je n'avais pas besoin de changer pour être digne. J'ai repensé à toute cette vie passée à désapprendre les mensonges que j'avais intériorisés avant même d'être en âge de les remettre en question. Ramenez-la, ai-je dit. Elle n'est pas responsable des choix de son père. Ce n'est pas à elle de porter ce fardeau. Le soulagement illumina le visage de la femme, aussitôt suivi de larmes qu'elle retenait probablement depuis son arrivée. Je lui tendis des mouchoirs, attendis qu'elle se reprenne, et sentis quelque chose changer entre nous. Nous n'étions pas amis. Nous ne le serions probablement jamais. Mais nous étions quelque chose. Liés par les blessures infligées par le même homme, chacune à sa manière, survivantes de différentes versions d'une même histoire. Elle est partie en promettant de fixer le prochain rendez-vous de Lily, et je l'ai regardée par la fenêtre monter dans ce même SUV argenté, remarquant pour la première fois à quel point elle paraissait usée, comment le vernis de la femme d'affaires parfaite s'était estompé pour révéler une personne plus brute et plus authentique en dessous. Si vous regardez cette vidéo et qu'on vous a déjà demandé de changer quelque chose d'essentiel chez vous pour le confort de quelqu'un d'autre, je veux savoir. De quoi s'agissait-il? Vos cheveux, votre voix, vos rêves, votre passion? Partagez-le dans les commentaires. Parfois, nous avons besoin de voir nos propres histoires reflétées pour comprendre que nous ne sommes pas seuls. Le salon était silencieux après son départ. Il n'y avait plus que moi, l'odeur familière des produits et le léger bourdonnement de la climatisation. Je pensais à Marcus, me demandant s'il avait enfin compris ce qu'il avait perdu, s'il était capable d'une telle introspection ou s'il passerait le reste de sa vie à blâmer les autres pour la solitude qu'il avait lui-même engendrée. Je pensais à sa fille, qui grandissait après l'échec du mariage de ses parents, et j'espérais qu'elle se souviendrait que ses tresses étaient un acte d'amour-propre, et non un acte d'autodestruction. Lily est revenue le mois suivant, cette fois sans sa mère. Sa grand-mère l'a déposée, une femme noire septuagénaire aux dreadlocks argentés relevés en un chignon élégant, qui m'a regardé d'un air entendu et m'a simplement dit « Merci pour ce que vous avez fait ». Elle n'a pas donné plus de détails. Inutile. Certaines femmes se reconnaissent par-delà les générations, comprennent les combats spécifiques menés pour le droit à l'espace, aux limites et à l'existence sans s'excuser. Lily s'est installée sur ma chaise en bavardant de l'école, de ses amis et d'un exposé qu'elle avait rédigé sur Maya Angelou. Ma maîtresse a dit que j'écrivais comme si j'étais plus âgée, m'a-t-elle dit fièrement. Elle a dit que j'avais du recul. J'ai souri en lui tressant les cheveux pendant qu'elle parlait, et je me suis demandé si les traumatismes vieillissaient plus vite ou si, au contraire, la survie nous apprenait à voir clair plus tôt. Quoi qu'il en soit, cet enfant assistait à l'effondrement du mariage de ses parents et parvenait malgré tout à trouver de la joie dans les perles, les livres et les petites victoires de sa vie d'enfant de 8 ans. Mon père ne m'a pas parlé depuis 3 semaines,
dit-elle soudain d'une petite voix. Maman dit qu'il est débordé par son travail. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Il est fâché pour quelque chose et je crois que c'est à cause de mes cheveux. Mais je ne comprends pas pourquoi les cheveux ont autant d'importance. Elle croisa mon regard dans le miroir, cherchant une réponse que je n'étais pas sûre de devoir lui donner. Je fis une pause, une tresse à moitié terminée entre mes mains. Parfois, les gens se fâchent quand les autres font des choix qu'ils ne comprennent pas. Ton père a grandi dans un monde qui lui a inculqué certaines notions de beauté, de réussite et d'intégration. En choisissant les tresses, tu as opté pour quelque chose de différent, et ça l'a effrayé. Mais c'est sa peur, pas ta faute. Tes cheveux sont parfaits tels qu'ils sont. Elle hocha lentement la tête, réfléchissant. Maman dit qu'on va vivre chez grand-mère pendant un certain temps. Elle dit que c'est une aventure, mais je l'ai entendue pleurer hier soir, alors je ne pense pas que ce soit une aventure agréable. La franchise des enfants est parfois brutale, leur façon de percer à jour les faux-semblants des adultes et de nommer les choses que nous essayons de cacher. J'ai terminé ses tresses en silence, ajoutant cette fois des perles violettes comme elle l'avait demandé, et quand j'ai fait pivoter sa chaise, son sourire était si large que j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Cet enfant allait s'en sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas avant des années, mais un jour. Elle avait une mère qui avait choisi la vérité plutôt que le confort, une grand-mère qui rayonnait de force, et maintenant une coiffeuse qui lui avait montré, sans le vouloir, que refuser de se faire toute petite pouvait coûter cher et en valoir la peine. Après le départ de Lily, je suis restée assise dans mon salon vide à penser à Marcus, à la façon dont il manquait l'enfance de sa fille parce qu'il était incapable de se détacher d'une image qui n'avait jamais compté. Je pensais à tous les moments qu'il avait sacrifiés à son orgueil, à tous les souvenirs qu'il avait perdus parce qu'admettre son erreur lui semblait plus dangereux que de perdre ceux qu'il aimait. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Il m'avait rejeté pour préserver une image, et cette même image lui coûtait désormais sa famille. L'ascension professionnelle qu'il avait fulgurée, l'esthétique qu'il avait cultivée, la mise en scène soignée de sa vie, tout s'effondrait car il n'avait jamais compris que le contrôle est une illusion et que les gens ne sont pas des accessoires dans la mise en scène de quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibra. Un autre message, un autre numéro, mais j'en reconnus immédiatement le ton. Marcus avait trouvé un moyen de contourner le problème. Tu as détruit ma famille. J'espère que tu es satisfaite. Voilà ce qui arrive quand les gens aigris n'arrivent pas à tourner la page. Ces mots étaient destinés à blesser, à semer le doute en moi, à me faire porter sa culpabilité comme si j'étais responsable de ses choix. Je l'ai lu 2 fois, sans rien ressentir. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié. Juste la vague constatation que certains passent leur vie à blâmer les autres pour les conséquences de leurs propres actes, persuadés que le monde entier conspire contre eux, alors qu'en réalité, ils ne font que subir les conséquences naturelles de leur comportement envers autrui, les traitant comme des objets à gérer plutôt que comme des êtres humains à respecter. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le nouveau numéro non plus. Je l'ai simplement laissé là, sans réponse, un silence qui en disait plus que tous les mots. Car la vérité que Marcus n'avait toujours pas comprise, c'est que je n'avais pas détruit sa famille. C'était lui. Lentement, méthodiquement, pendant des années, par de petites blessures déguisées en conseils, par des conditions déguisées en amour, par un contrôle déguisé en attention. Je n'avais été que le miroir qui lui avait renvoyé l'image avec suffisamment de clarté pour que sa femme finisse par voir ce qu'elle subissait. Cette nuit-là, j'ai rêvé de notre conversation dans la cuisine, 15 ans plus tôt. Mais cette fois, quand Marcus m'a dit que mes cheveux posaient problème, je n'ai pas pleuré. J'ai ri. J'ai rejeté la tête en arrière et j'ai ri de l'absurdité de la situation. Un homme qui se croyait autorisé à modifier mon corps, l'audace de penser que son confort importait plus que mon identité. Et dans mon rêve, je suis sorti, non pas le cœur brisé, mais libéré, comprenant déjà ce que j'avais mis des années à apprendre dans la réalité, que le rejet de la mauvaise personne est en fait une protection. Je me suis réveillé avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, comme si j'avais enfin tourné la page d'un chapitre resté en suspens, dont les pages flottaient au vent, sans jamais se terminer. C'était fini entre Marcus et moi. Non pas parce qu'il s'était excusé, qu'il avait compris ou changé, mais parce que j'avais cessé d'attendre qu'il le fasse. Je n'avais plus besoin de son approbation pour me sentir digne. Je ne laissais plus son opinion de moi, 15 ans plus tôt, influencer l'opinion que j'ai de moi-même aujourd'hui. La véritable victoire ne résidait pas dans l'échec de son mariage, mais dans l'épanouissement du mien. Non pas un mariage d'amour, mais un mariage avec moi-même, avec mon entreprise, avec ma communauté, avec la femme que j'étais devenue en cessant de tenter de m'intégrer à des espaces qui n'avaient jamais été conçus pour moi.
6 mois passèrent. Le salon s'agrandit, occupant le local commercial vacant d'Axe en grave côté, doublant ainsi sa superficie et le nombre de fauteuils. J'embauchai 3 nouvelles coiffeuses, toutes des femmes qui étaient venues me voir avec des histoires similaires à la mienne, des femmes à qui l'on avait dit, de différentes manières, qu'elles devaient se faire plus discrètes, plus effacées, plus acceptables. Ensemble, nous avons bâti un lieu qui ressemblait moins à une entreprise qu'à un sanctuaire, un endroit où les femmes pouvaient s'asseoir, accablées par le poids du jugement du monde, et repartir plus légères, rayonnantes, enfin reconnues. Lily était devenue une habituée, venant toutes les 6 semaines comme une horloge, tantôt avec sa mère, tantôt avec sa grand-mère, une fois avec un groupe d'amis de l'école qui voulaient toute détresse pour un spectacle de danse. Je la voyais grandir, perdre ses dents de lait et prendre confiance en elle. Je l'observais se transformer, passant d'une enfant qui cherchait la permission d'exister à une jeune fille qui affirmait avoir le droit d'occuper l'espace. Ce changement était subtil mais indéniable. Sa façon d'entrer et d'annoncer la coiffure qu'elle voulait au lieu de demander la permission, sa façon de reprendre les adultes qui touchaient à ses cheveux sans permission. Sa mère venait moins souvent, mais quand elle venait, nous discutions. Plus de Marcus, mais de cette étrange difficulté de reconstruire sa vie à la quarantaine, après avoir cru l'avoir déjà bâtie. Elle avait repris ses études, faisait du travail social, et voulait aider les femmes quittant des mariages difficiles à s'orienter dans le labyrinthe juridique et émotionnel qu'elle venait de traverser. Je repense sans cesse à tous les signes que j'ai ignorés, m'a-t-elle confié un jour. À toutes ces fois où je me suis sentie insignifiante et persuadée d'être trop sensible. Je ne veux pas que d'autres femmes perdent autant de temps que moi. Je comprenais cette impulsion, ce besoin de transformer la douleur en raison d'être, de donner un sens à la souffrance en l'utilisant pour en épargner à autrui. Mais je savais aussi que certaines leçons ne s'enseignent pas, elles ne s'apprennent que par l'expérience directe. On peut avertir quelqu'un du danger du feu, mais tant qu'il ne l'a pas touché lui-même, il ne comprend pas vraiment la brûlure. Marcus a tenté de me contacter à 2 reprises au cours de ces 6 mois. La première fois, par l'intermédiaire d'une connaissance commune qui ignorait tout de notre relation, il m'a demandé si je pouvais coiffer Lily pour son anniversaire. Je lui ai répondu poliment que Lily était la bienvenue dès que sa mère prendrait rendez-vous, mais que je ne souhaitais pas communiquer directement avec lui. La seconde fois, il m'a envoyé un courriel à l'adresse professionnelle du salon. Un long message décousu qui commençait par des accusations et se terminait par une sorte d'excuse, sans toutefois en être une. « Tu étais bien pour moi », a-t-il écrit. « Je n'étais simplement pas prêt à affronter ce que tu représentais. Si nous nous étions rencontrés à un autre moment, les choses auraient peut-être été différentes. » J'ai supprimé son message sans répondre, car j'avais appris que certaines personnes s'excusent non pas pour réparer leurs torts, mais pour apaiser leur propre culpabilité, pour obtenir le pardon comme un baume pour leur conscience, sans pour autant modifier le comportement qui, justement, méritait ce pardon. Marcus voulait que je lui dise qu'il était une bonne personne qui avait commis une erreur, qu'il soit absous pour pouvoir aller de l'avant sans le poids d'avoir blessé autrui. Mais cette absolution ne m'appartenait pas, et même si je l'avais été, je ne l'aurais pas accordée. Certaines choses ne devraient pas être pardonnées facilement. Certains actes devraient avoir des conséquences. Ce qui m'a surprise, c'est de constater à quel point je pensais peu à lui. Pendant des années après notre rupture, il avait hanté mes pensées comme un fantôme impossible à chasser, et j'avais mesuré mon évolution à l'aune de son souvenir, me prouvant à moi-même que j'allais bien, que j'avais prospéré, que me rejeter avait été sa perte. Mais peu à peu, il s'était estompé. Il était devenu un bruit de fond. Il était devenu insignifiant. Le véritable déclic s'est produit un jeudi après-midi, lorsqu'une jeune femme, peut-être 25 ans, est entrée dans mon fauteuil. Elle portait ses cheveux naturels depuis 1 an. Assise sur ma chaise, elle s'est mise à pleurer, s'excusant entre 2 sanglots d'être si émotive. Elle m'expliquait que son petit ami venait de la quitter, car, selon lui, ses cheveux naturels la rendaient trop politisée, trop agressive, trop extravagante. Ces mots lui étaient si familiers qu'ils résonnaient en elle, comme une chanson qu'on croyait avoir oubliée, mais qu'on connaissait par cœur depuis des années. Je lui ai pris la main et l'ai laissé pleurer. Je lui ai dit ce que personne ne m'avait dit quand j'en avais besoin. Tu n'es pas de trop. Tu es parfaite. Et quiconque ne peut pas te supporter ne te mérite pas. Elle m'a regardé comme si je lui avais offert un trésor, quelque chose qu'elle cherchait désespérément, et j'ai compris que c'est ce que l'on fait quand on survit. On devient la personne dont on aurait eu besoin en sombrant, on offre la bouée de sauvetage qu'on aurait tant aimé recevoir. Après son départ, ses cheveux tressés en de magnifiques dreadlocks qui l'accompagneraient quel que soit l'avenir qu'elle choisirait, je suis restée assise dans le salon silencieux, songeant à la fille de Marcus.
Je me demandais si elle saurait un jour toute l'histoire de la façon dont ses tresses avaient fait voler en éclats le mariage de ses parents, ou si ce fardeau lui serait épargné. Je pensais à son ex-femme, sans doute assise quelque part dans une salle de classe, étudiant la théorie des dynamiques conjugales et des rapports de force, analysant académiquement ce qu'elle avait vécu personnellement. Je pensais à toutes les femmes qui avaient franchi ma porte, portant des blessures invisibles, à la façon dont nous avions bâti une communauté de survivantes sans jamais nommer explicitement ce que nous avions enduré. Et j'ai pensé à la vengeance, à ce que j'avais imaginé ressentir quand Marcus comprendrait enfin ce qu'il avait perdu, au scénario que j'avais imaginé où il reviendrait en rampant et où je pourrais le repousser avec la même froideur définitive qu'il avait jadis employée envers moi. Mais la réalité était plus calme que le fantasme, moins dramatique, moins satisfaisante que je ne l'avais espéré. Car la meilleure vengeance n'était pas de le faire souffrir. C'était de devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui. L'année s'est terminée en beauté au salon, où tous les coiffeurs et clients habituels se sont retrouvés pour ce que nous avions commencé à appeler notre fête d'anniversaire, couronne et gloire. L'espace résonnait de rire, de musique et embaumait les bons petits plats d'une grand-mère. Au milieu de cette ambiance joyeuse, j'éprouvais un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, celui d'être chez soi. Non pas le lieu de naissance, mais celui que l'on construit lorsqu'on cesse enfin de s'excuser d'exister. Lily est arrivée avec sa mère et sa grand-mère, 3 générations de femmes qui avaient chacune mené leur propre combat pour être acceptées, pour leur image et pour le droit d'être vues. Ses cheveux, longs et élégants, étaient tressés en natte sénégalaise, qu'elle portait comme une armure et de la soie à la fois, protectrice et magnifique. Elle avait apporté une carte qu'elle avait confectionnée elle-même, avec du papier cartonné, des feutres et des paillettes qui s'étaient éparpillées partout, sur laquelle était écrit, d'une écriture cursive soignée. « Merci de m'avoir appris que la différence est plus belle que l'uniformité. » J'ai gardé cette carte sur mon miroir, chez moi, où je la voyais chaque matin. Un rappel que notre travail compte même quand on ne peut pas en mesurer pleinement l'impact, que changer une vie crée des répercussions dont on ne verra jamais vraiment l'effet. Le refus de Marcus m'avait mise sur un chemin qui a permis à des centaines de femmes de franchir ma porte et d'en repartir avec bien plus qu'une simple coiffure. Elles sont reparties avec la permission. La permission de prendre leur place, de refuser de se faire discrète, de comprendre qu'être trop exigeante pour la mauvaise personne signifie qu'on est parfaitement adapté à soi-même. Le soir du Nouvel An, j'ai fermé le salon plus tôt que prévu et je me suis assise seule dans l'espace que j'avais aménagé, à contempler les photos accrochées au mur, des clientes des 15 dernières années. Des femmes noires, des femmes métisses, des femmes aux cheveux crépus, bouclés, texturés, que le monde avait qualifiées pendant des siècles de non-professionnelles, négligées, inacceptables. Et les voilà, sublimées, rayonnantes, magnifiques, chacune incarnant une petite rébellion contre des normes qu'elle n'avait jamais acceptées. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était la voix de Marcus, plus âgé, marqué par la vie, une voix que je reconnaissais dans mes propres réflexions des années les plus difficiles. « Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, » a-t-il commencé, et j'ai failli raccrocher sur le champ. J'ai failli. Mais je voulais que tu saches que je suis en thérapie. J'essaie de régler certaines choses. Et ma thérapeute m'a demandé de faire amende honorable auprès des personnes que j'ai blessées, et ton nom était le premier sur ma liste. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, je l'ai senti se tortiller, et j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais le laisser vivre son moment de rédemption, lui accorder le pardon qu'il recherchait pour qu'il puisse cocher une case sur son chemin de guérison et aller de l'avant, plus léger. Ou je pouvais lui dire la vérité. Marcus, dis-je lentement, j'apprécie que tu fasses un travail sur toi-même. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Tes excuses n'effacent pas 15 années d'efforts pour reconstruire ce que tu as tenté de détruire. Elles n'effacent pas le message que tu as transmis à ta propre fille, selon lequel la beauté compte ou non. Et elles ne changent rien au fait que tu m'as blessé non pas par confusion ou par difficulté, mais parce que tu accordais plus d'importance à l'apparence qu'à l'humanité. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait oublier avec des excuses. C'est quelque chose avec lequel on vit. Le silence s'installa. Puis, je comprends. Je suis désolé d'avoir appelé. Je ne vous dérangerai plus. Bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Non pas avec colère, mais avec une certitude absolue, avec la lucidité qui découle d'une connaissance précise de soi et de ce que l'on est prêt à accepter. J'ai raccroché et j'ai senti un soulagement m'envahir, la dernière pièce d'un vieux puzzle enfin en place. C'était la fin. Non pas ses excuses, mais le fait que je n'en avais plus besoin. Non pas qu'il comprenne ce qu'il avait fait,
mais que je comprenne que sa compréhension n'avait aucune importance. Non pas la réconciliation, mais la libération. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ce parcours, je vous invite à agir. Cliquez sur « J'aime », non pas pour l'algorithme, mais pour vous affirmer que vous avez décidé de ne plus vous effacer. Laissez un commentaire sur le moment où vous avez choisi de vous affirmer plutôt que de privilégier le confort des autres. Et abonnez-vous, car il existe d'autres histoires comme celle-ci, d'autres parcours de femmes qui ont refusé de disparaître simplement parce qu'on leur disait qu'elles étaient trop importantes. Cette communauté que nous construisons est essentielle. Votre présence ici est importante. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Mes cheveux sont désormais argentés, des boucles naturelles que je porte sans complexe ni explication. Le salon de coiffure est devenu une véritable institution dans notre quartier, un lieu où les jeunes filles apprennent très tôt ce qu'il m'a fallu des décennies pour comprendre. Qu'on n'a pas à se conformer aux attentes de qui que ce soit, que notre beauté est inaliénable, et que le rejet de ceux qui ne voient pas notre valeur nous protège en réalité d'un temps précieux gaspillé à cause de leurs préjugés. Marcus vit sa vie quelque part, et moi la mienne ici. C'est dans la distance entre ces deux réalités que je me suis retrouvée. Non pas malgré son rejet, mais grâce à lui. Non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Voilà ce qu'on ne vous dit pas sur la survie. Elle ne vous endurcit pas. Elle vous rend plus lucide. Elle vous dépouille de vos faux-semblants et de vos rôles, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité de qui vous êtes vraiment, au-delà de toutes les versions que vous avez essayées pour plaire aux autres. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser à cause de mes cheveux. 15 ans plus tard, sa fille rêve d'avoir les mêmes boucles que moi. Et me voilà, dans un salon que j'ai bâti sur les cendres de son rejet, entouré de femmes qui se sont choisies, apprenant à une nouvelle génération que la différence n'est pas un défaut, mais une force. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une renaissance. Et ça a le goût de la liberté.